Ok, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce 7e webinaire des Coquelicots. Voilà, le mois dernier, on était ravis de recevoir Gisèle Bienne et Julien Guillard, qui est vice-président de l'association Phytovictimes, pour parler de l'accompagnement des victimes de pesticides. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce webinaire sur notre chaîne YouTube Mouvement des Coquelicots Montsartou. Et ce mois-ci, on a décidé de consacrer ce webinaire aux semences paysannes. Et donc pour cela, on a avec nous deux invités ce soir qui vont pouvoir venir vous parler tout à l'heure, donc Maxime Schmitt et Marie Bonneville. Donc voilà, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans les commentaires. Valérie, qui est là aussi avec nous, pourra relever toutes vos questions et les poser à nos invités. Et puis, n'hésitez pas à partager également pour que vos amis puissent suivre le webinaire avec nous. Voilà. Donc, on a souhaité mettre en lumière une alternative locale consacrée aux semences paysannes, qui est la Maison des semences paysannes Maralpine. Et donc qui en fait réunit un collectif de jardiniers, de maraîchers, de chefs cuisiniers et de chercheurs pour sauvegarder la biodiversité cultivée en allant récolter des graines, des semences locales partout dans le département, en les multipliant et puis en les redistribuant. Voilà, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité cultivée, du patrimoine semencier local. Et donc, ce collectif qui existe depuis 2018 s'est donné également aussi pour mission de documenter les histoires des communautés paysannes et de transmettre les savoir-faire ancestraux, les savoir-faire agronomiques et culinaires qui sont associés à ces semences locales. Et voilà, le collectif fait également des formations, des conférences par rapport notamment à la législation des semences, qui est un sujet un peu compliqué. Et voilà, je vais vous présenter dans un premier temps Maxime Schmitt, qui est donc un des animateurs de la Maison des semences paysannes, qui est là avec nous ce soir. Donc Maxime, tu es oliculteur, basé à Carros et puis dans un petit village de Ligurie, en Italie. Et puis, sinon, tu as à cœur de lutter donc, pour la sauvegarde des semences paysannes que tu produis. Et tu as en 2018, du coup, lancé en t'unissant autour d'autres professionnels, d'autres maraîchers, semenciers, pour aller à la recherche de ces semences anciennes et de recréer ce lien de la graine à l'assiette en parcourant le département, voilà, à la recherche des semences oubliées. Et donc, je vais te laisser présenter l'histoire de la Maison des semences, quel est son rôle fondamental, pourquoi protéger les semences paysannes, quelle est aussi l'utilité pour la résilience alimentaire, la souveraineté alimentaire des Alpes-Maritimes. Voilà, et puis n'hésite pas aussi à te présenter rapidement par rapport à toute ton activité, comment tu en es venu à t'impliquer dans cette aventure. Ok. Bon, bonjour à tout le monde. Du coup, depuis ce petit village ligure qui s'appelle Ceriana, en dessus de San Remo, pas très loin des Alpes-Maritimes, où déjà il y a déjà 6 ans de ça, de se retrouver à s'installer avec une démarche agroécologique à la campagne, une reconversion en créant une ferme oléicole, donc pour de la production d'huile d'olive. On s'est vite retrouvé avec nombreux des anciens présents encore dans cette commune qui nous ont transmis des semences, des variétés locales, avec à chaque fois toute l'histoire portée par les générations derrière la sélection paysanne de ces semences, les recettes qui vont avec, la lune à laquelle la planter, tout l'ensemble du patrimoine agricole qui va avec ces variétés. Et très vite, on s'est retrouvé avec une espèce de charge mentale énorme, de sentir cette responsabilité d'avoir toutes ces variétés qui sont
qui sont là. Et on a, nous, dans notre petit monde, là-bas, à se dire, ben, voilà, il faut travailler à plusieurs. Puis ensuite, est arrivé, on a commencé à travailler avec 21 Paysans, qui est un magasin qui vend des produits locaux à Nice, avec Elliott. Et en travaillant là-bas, de se rendre compte que même dans les démarches où on essaye de faire au mieux un travail de donner du sens à notre alimentation en travaillant sur des produits locaux, biologiques, de saison, des petits producteurs, en allant loin dans la démarche, si tu veux, éthique autour de la réappropriation de l'alimentation, on se retrouve quand même fatalement avec, malgré tout, un étal de production. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, il y a eu un écho avec Marie et voilà, c'est bon, normalement. Ça va, tu nous entends, Marie? Ouais, je crois que c'est bon, elle nous entend. Cool, super. Ouais, j'ai juste coupé le micro, mais elle peut le réactiver elle-même. Voilà. Okay, pour l'écho, simplement. Merci. Et donc, à partir du moment où on se retrouve dans une démarche où on veut consommer local, biologique, de saison, on se retrouve avec tout ce sens de l'alimentation qu'on veut se réapproprier. Et malgré tout, il y a un des chaînons bien manquants, malgré toute cette démarche, qui va concerner la question de la semence, où on se retrouve avec, même en bio, une écrasante majorité de semences industrielles, appelées hybrides F1 en l'occurrence, qui sont là et comme indélogeables, et qu'on peut avoir le projet permaculturel le plus résilient et le plus à la campagne et le plus branché possible. Et pour autant, on est là à cotiser centime par centime de tonnes de paysans auprès des mêmes gros groupes industriels, les mêmes qui vendent les pesticides et les semences qui vont avec. Et on se retrouve dans cette espèce d'incohérence à un moment. Et de là, il y avait tout un groupe de producteurs qui fournissent 21 paysans, donc plusieurs étaient sensibles à cette question des semences. Ça s'est passé aussi avec notre amitié, notre rencontre avec Marie, qui est là et qui se présentera après, qui, elle, dans son métier au quotidien, était déjà confrontée depuis longtemps aux besoins de la nécessité d'un travail collectif autour des semences, et de se dire comment est-ce qu'on sort de toutes ces personnes qui sont confrontées à la problématique de comment se fournir en semences paysannes, en semences locales, en semences de qualité, et comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble en se rendant compte de la difficulté que lorsqu'on veut traiter le sujet de façon individuelle, ferme par ferme, on n'y arrive pas, on n'a pas la force, l'autonomie des fermes de faire toutes ces semences, surtout en maraîchage. Ceux qui font des céréales peut-être peuvent y penser plus facilement, parce qu'ils travaillent avec souvent une ou deux espèces. Et en maraîchage diversifié, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, on se retrouve très vite confronté à la problématique de devoir gérer une cinquantaine minimum de variétés différentes. Et vouloir être autonome sur toutes ces semences, ça reste un énorme défi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui arrivent, mais voilà, en tout cas, à nos échelles, on s'est dit comment s'organiser collectivement, comment créer sous forme associative, et on va venir après plus dans les détails, comment est-ce qu'on peut créer une autre dimension à la semence en la considérant comme faisant partie de notre cycle de production dans la ferme. Comment est-ce que la semence paysanne, donc, qui par définition est produite par les paysans et pour les paysans, se retrouve dans le mouvement cyclique de la ferme, où on arrête d'avoir des exploitations agricoles qui ont des intrants, qui vont être des pesticides, qui vont être des engrais, qui vont être des semences, et que la semence soit considérée comme un de ces intrants dans la ferme, ou un plan, et que derrière, on ait un produit qui en sort, et puis on doit faire une marge. Et chaque année, on va essayer de stabiliser le fonctionnement de sa ferme en s'adaptant à ces intrants. Alors, on a des semences qui viennent, et on doit trouver comment, nous, notre champ doit s'adapter à ces semences-là. Donc ça, c'est le modèle classique industriel, mais qui, en fait, même dans des petits paysans bio, se retrouve confronté à ça, parce qu'on est sorti de ce mécanisme de coévolution avec la plante. Et ce qu'on propose avec la semence paysanne, c'est comment est-ce qu'en multipliant des semences au sein de nos fermes, de tout le territoire, on arrive à rentrer dans un truc de beaucoup plus cyclique, c'est qu'au fur et à mesure que l'on multiplie cette variété dans notre champ, alors elle s'adapte à nos pratiques, on s'adapte à cette pratique, elle s'adapte à ce terroir, et cette coévolution entre ceux qui les cultivent, les plantes et les terroirs, permet
d'engager une autre vision du fonctionnement d'une ferme de façon plus pérenne. Et quand je dis plus pérenne, également plus joyeuse, avec aussi tout le sens que ça propose de voir au fur et à mesure des années que l'on cultive, comment cette variété évolue avec nos pratiques. Comment est-ce qu'en ayant choisi celle qui ait plus de goût, ou qui est plus belle, ou qui est plus résistante à une maladie, ou qui est plus productive, qui nous rapporte un bénéfice et nous permet de vivre plus décemment en tant que paysan. Et comment est-ce qu'en récupérant les graines sur celle-ci, petit à petit, cette plante, on l'observe à échelle humaine, hein, évoluer vers ces critères de sélection. Et ce qui apporte, en tout cas chez de nombreux qui en font l'expérience, en tout cas dans notre collectif, une satisfaction, un sens propre à ce métier de paysan qui vit dans son pays, dans son terroir et qui coévolue avec. Donc ça, c'est la belle idée, la grande idée générale d'arriver de tendre vers cette idéologie-là, cette volonté de retrouver ce maillon dans la chaîne de production alimentaire dans notre territoire. Et après, on va rentrer dans les détails pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est, comment est-ce que concrètement ça se fait, avec qui, à quel endroit, toutes les 1000 questions tant techniques qu'il faut se poser, tant sociétales, dans le sens où on est là, tu peux être paysan et avoir ces belles idées, mais tu es aussi dans le reste du fonctionnement un maillon parce que tu travailles avec des clients, des mangeurs, tu vas travailler avec des restaurateurs, il y a des distributeurs, il y a des fournisseurs. Et comment est-ce que tous ceux qui sont finalement concernés par l'alimentation, et là on a un avantage d'être un truc assez démocratique, c'est que peu importe qu'il soit de gauche, de droite, pro-pesticide ou pas, au bout d'un moment tu manges. Et donc il y a beaucoup de monde qui est concerné par l'alimentation au quotidien et qui du coup peut rentrer dans ce cercle de se questionner. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec nous tous qui portons à cœur le développement d'une alimentation faite à base de semences paysannes maralpines, donc, qui évoluent dans notre terroir des Alpes-Maritimes. C'est pour ça que ce collectif, on l'a appelé avec un nom très brutal, MSPM, un magnifique acronyme pour dire la Maison des semences paysannes maralpines. Maison ne désignant pas un lieu avec un petit toit, un truc carré, qui désigne quelque chose de décentralisé, quelque chose de virtuel, pas la fonction Zoom, mais socialement, où en fait il y a cette maison des semences qui abrite un collectif qui est chacun dans ses fermes, où ces semences sont produites dans chacune de ces fermes du territoire. Voilà une petite introduction globale avant d'aller vous présenter un peu plus les activités qu'on mène plus au quotidien. Peut-être que Marie elle peut se présenter aussi. Là, ça fonctionne bien. Oui, et puis compléter peut-être s'il y a des choses à dire, puisque voilà, Marie, tu es présidente de la Maison des Semences, et puis aussi pépiniériste à la Brique, donc vas-y, tu peux te présenter. Je vais me présenter. Là, vous m'entendez? Au top. Très bien. Au top. Magnifique, incroyable. Super. Donc, en fait, là, je vais juste prendre un peu la température. Là, on est 4, hein, c'est ça, connectés? Alors, non, ce qui se passe, c'est qu'on est 4 sur le Zoom, mais en fait, le Zoom est diffusé sur Facebook. Et donc, les gens interagissent dans les commentaires s'ils veulent poser des questions, et nous, on les transmet. Voilà. Et sinon, c'est moi qui fait l'animateur. Là, c'est un petit entre nous, mais il y a 600 personnes derrière qui nous écoutent. Okay. Évidemment. Bon, je vais raccrocher. Hein. Non, mais tu te sens plus à l'aise, on est 4. Ouais, je me sens hyper à l'aise. Avec une petite fève au milieu. Avec une petite fève, ouais. Donc, et voilà, moi, je suis une petite paysanne à la Brigue, dans la Vallée de la Roya, qui fait des semences depuis une petite dizaine d'années. Et donc, principalement, mon activité, elle est quand même basée sur la production de plants. Et aussi, évidemment, je fais la partie maraîchage qui est destinée à faire de la multiplication variétale, donc faire des semences. Et il faut un peu m'aider pour raconter l'histoire, parce que c'est bien quand il y en a un qui me pose des questions et je raconte les histoires. Parce que moi, je suis pas bonne. Comment tu en es venu à te passionner pour les graines, pour les semences? Et je crois qu'il y a une histoire de stage chez un artisan semencier. Et puis,
Ouais, voilà, ben, je suis passé. Moi, j'ai fait une formation agricole dans le Diois. Donc, ça a été la première formation autour sur le sujet de la semence. J'y suis allé quand même avec ce qu'on appelle là, des unités de formation, là, ces UCAR là, sur la semence. Donc, c'était la première formation qui a existé sur les semences paysannes. Donc en lycée agricole, hein, dans formation agricole, hein, parce que je pense des formations, il en existait déjà, mais pas sous ce registre-là. Donc j'ai participé à cette première formation où évidemment il y a eu quand même beaucoup de déceptions parce que c'est le début et que on a balayé un peu le sujet, mais on a vite enlevé les sujets importants, quoi. Donc pas trop le réseau semences paysannes et tout ça qui m'a manqué beaucoup dans la rencontre. Mais par ce biais-là, quand même, j'ai eu la grande chance de rencontrer Jean-Luc Danerol, qui lui m'a fait rentrer dans le monde du réseau semences paysannes, quoi. Donc Jean-Luc Danerol qui est dans le Vaucluse là, qui est lui ça s'appelle le potager d'un curieux, qui est installé depuis 25 ans en tant que semencier, que artisan semencier. Donc voilà, j'ai passé 9 mois chez lui avec plutôt un projet derrière pour de la multiplication, de faire du plan et du bouturage. Il a une diversité assez incroyable chez lui, donc ça a été un énorme apprentissage de la diversité, pratiquer la diversité au quotidien et puis il m'a donné l'accessibilité à la semence en disant mais en fait c'est accessible, quoi, c'est pas quelque chose là d'impossible, on peut faire de la semence, multiplier de la semence et la vendre. C'était quelque chose que j'avais pas vraiment imaginé dans ma tête, et puis l'histoire elle s'est fait assez rapidement avec Jean-Luc, où il m'a vite poussé en me disant il faut qu'il y ait des multiplicateurs de semences, il faut qu'on soit plein, faut multiplier des artisans semenciers, quoi. Donc voilà, il m'a bien mis le sujet dans la tête, et moi je suis parti de là avec un petit ballot de ces graines, et je suis allé faire ma petite histoire à la breuille. Donc voilà, avec tout de suite le sujet des semences dans mon projet, quoi. Très bien. Donc, voilà. Et après, comment tu en es arrivé à la maison des semences paysannes dans tout ça? Ouais. Alors juste là, il y a l'étape. Moi aussi, le pourquoi faire des semences et pourquoi faire des plants, c'est aussi une stratégie géographique, quoi. Il faut bien savoir que le territoire, d'être en montagne, être sur un territoire avec des terrasses très étroites. Donc on fait un peu un calcul de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut lancer comme projet pour qu'il y ait derrière quand même on puisse en vivre, donc il y ait une certaine rentabilité. Donc, il y a eu la production des plants où il faut peu de surface, et j'avais une exposition solaire. J'ai une exposition solaire qui est plutôt bien. Et le fait aussi d'avoir, et les semences, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir des surfaces de type maraîchage pour pouvoir me produire de la semence, quoi. Donc ça fait partie quand même aussi des raisons de pourquoi je fais des plants et des semences, en dehors de la rencontre avec Jean-Luc, quoi. Et évidemment, faire des semences, dans le 06, très rapidement, je me suis sentie assez seule. Et surtout sur les questions quand j'ai voulu un peu travailler avec les professionnels, donc maraîchers, tout ça, c'était le sujet, il était presque tabou, quoi. C'est oulala, trop fatigant, non, on se pose pas trop de questions. C'est déjà un métier difficile s'il faut commencer à faire de semences paysannes. Donc je me suis sentie assez isolée, pas trop de partenaires là-dedans, de dire oui, ton projet il est bien, mais voilà, nous on va pas se fatiguer là. Donc voilà. Et là, il y a Max qui est arrivé avec sa cape sur le marché sur la foire d'Agribio. Et voilà. Sa cape de fèves et d'oignons.
et toute sa fougue. Et on a dit, allez, c'est parti, l'aventure. On crée un projet, en tout cas, autour du sujet de la semence paysanne, quoi. Il est arrivé avec tout ce que moi, ça faisait des années que j'étais avec tous ces questionnements, en sachant que tous les réseaux dont j'avais entendu dire qui existaient étaient vraiment géographiquement loin. Donc, pour moi, entre faire mon métier qui est vraiment énergivore là, de temps, et donc j'ai vraiment pas le temps d'aller me déplacer, faire des rencontres réseau semences paysannes. Enfin, au début, on a du temps, donc on en passe un peu, et petit à petit, la fenêtre est de plus en plus étroite de passer du temps. Enfin voilà, moi je vais pas aller en Bretagne ou autour de Bordeaux où j'avais vraiment pas la possibilité de passer tout ce temps de rencontre, quoi. Et ça faisait des réseaux trop loin pour maintenir un lien avec ces gens-là. Ça fait même Jean-Luc Danerol qui est dans le Vaucluse, j'arrivais pas à garder un lien. Ça faisait déjà, même dans la même région, ça faisait loin, quoi. Il faut quand même qu'on se ressente sur un territoire et qu'on travaille sur du local, quoi, sur de la proximité, parce que travailler avec des gens en plus qui sont de l'autre côté, ils sont au sud-ouest et nous on est au sud-est, on a déjà le climat il change, quoi, donc on n'a pas la même manière de travailler, quoi. Donc voilà. Il y a quand même relativement à la petitesse de notre département, du peu de paysans présents, un nombre relativement important de personnes qui sont concernées par le sujet et qui ont envie de s'y investir. Ouais. Bah là, le fait de la rencontre avec toi, Max, ça a permis en fait, ce qui était hyper important, je me suis sentie isolée tout en sachant qu'il existe des gens pas très loin de chez moi qui sont dans la même démarche, mais où on est chacun dans notre coin avec un territoire. Le 06, c'est quand même un territoire assez compliqué pour nous croiser parce que c'est des systèmes de vallées et ça reste toujours compliqué, même si on a créé cette association, on s'arrache quand même bien les cheveux pour essayer de se retrouver, quoi. Il n'en a plus. Donc ça a été pour ça a été super, quoi. Tout de suite on a vu qu'il y avait un noyau de gens qui a envie d'œuvrer sur le sujet, quoi. Ça fait vraiment du bien, quoi. Et puis il y avait avec Agribio, l'association des producteurs bio du 06. Ouais. Du coup, il y a eu des intentions. Toi, Marie, tu les avais sollicitées plusieurs fois. Puis voilà, il y avait un moment où ça devenait un sujet de plus en plus naissant. Il y avait envie d'y consacrer vraiment de l'énergie. Bah, il y avait la fête de la graine à la Tour aussi, ça, la Confédération paysanne. En fait, ça en discutait tout le temps un petit peu. C'était existant, mais il faut voir ici que moi, dans mon historique, ce qui a pris beaucoup de place politiquement, c'était la problématique du loup. Tu vois, et ça a écrasé beaucoup de sujets autour de la paysannerie. Et ça a mis du temps à émerger, quoi. C'est un sujet, nous, dans le 06, dans la dynamique un peu, mais même Agribio, ils étaient vachement sur la question de la problématique du loup. Ouais. C'est un sérieux et un vrai problème parce que ça a démarré dans le Mercantour. Du coup, ça prenait toute la place, quoi. Donc, il a fallu du temps pour arriver que ce sujet-là, il émerge, quoi. Voilà. Si tu veux, je vais partager l'écran pour parler un petit peu de comment ça s'est concrétisé avec le temps. Voilà. Marie, je coupe ton micro seulement parce qu'il y a de l'écho, mais tu peux le réactiver si tu veux dire quelque chose, hein, n'hésite pas. Donc, lorsqu'on a commencé à se poser les questions, on a créé une rencontre, on a appelé un peu dans tous nos réseaux avec Marie, on a envoyé un mail avec Agribio 06 et l'ADR et toutes les assos locales qui sont concernées par ces sujets. On a dit qui aime les graines dans le département, qui sait qui a envie de travailler sur le sujet, rendez-vous tel jour à tel endroit à Nice. Et donc, on a créé le premier événement, la première fête des semences paysannes Maralpine, et on débarquait une cinquantaine de personnes qui étaient là et concernés par le sujet. Puis on a fait des petits groupes de travail, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on définit notre commun, qu'est-ce qu'on a là tous ensemble comme intérêt et de quelle façon on veut le travailler. Parce que Marie avait bien des idées, j'avais bien des idées, mais maintenant on s'est dit comment est-ce que
les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent, qui c'est qui veut être concerné par le sujet. Puis il y avait beaucoup de paysans, quelques jardiniers, quelques chefs cuisiniers, juste des mangeurs, des citoyens qui avaient envie aussi de se dire bah, moi je veux me réapproprier tant les savoir-faire que le fonctionnement, qu'est-ce que moi je peux faire dans le quotidien à mon échelle pour réussir à manger des bons produits issus de semences paysannes. Okay. Et à partir de là, on a défini quelles étaient nos valeurs, notre sens des semences paysannes, définir une charte. Ça a pris du temps, ça a pris 1 an, 2 ans pour réussir à créer un collectif avec des organes de décision, de gouvernance, des projets, tout un fonctionnement. Mais en tout cas, on a voulu déjà partir de notre base de savoir qu'est-ce que nous, on veut proposer autour de la semence paysanne dans les Alpes-Maritimes comme action qui nous permet de tendre vers notre objectif d'augmenter une alimentation à base de semences paysannes. Pour ça, c'était déjà on était tous, la plupart d'entre nous, alertés par le sujet de la disparition de la biodiversité en général, et de se dire que ce n'est pas juste un chiffre de la FAO qui dit que 75% a disparu en 50 ans, c'est aussi de se dire, non, au quotidien, c'est des gens qui nous appellent, des gens qui étaient là, et qui disent ah mais oui, mais si j'avais su quand papa est mort, je n'aurais pas jeté le tiroir rempli de bonnes graines. Ah tiens, j'aimerais bien retrouver cette super variété, mais dans les catalogues, elle n'y est plus, dans le pépiniériste, il ne le vend plus, et de simplement se rendre compte que ces variétés, elles disparaissent pour de bon ici dans les Alpes-Maritimes au quotidien. Et à partir de là, de se rendre compte qu'on a quand même la chance d'être dans un territoire assez isolé où dès que tu sors de la Côte d'Azur et que tu montes dans les montagnes, tu arrives dans les petits villages, il y a encore des anciens qui jardinent et qui font leurs semences comme ils l'ont toujours fait les générations précédentes. Et là, on arrive encore à récupérer des variétés intéressantes. Alors attention, le collectif présent là a dit non, nous on veut aussi travailler avec du potimarron, même si ce n'est pas local ici, et ça n'empêche pas de faire nos semences qu'on localise ici. Ce n'est pas un truc basé simplement sur de la semence purement d'origine locale qui aurait été multipliée au moins pendant 100 ans dans les Alpes-Maritimes. Non, parfois c'est quelques générations, parfois c'est nous qui les réintroduisons dans les Alpes-Maritimes. Okay, le savoir-faire et la reproduction. Mais en tout cas, déjà d'aller ce qui est dans notre territoire, si ce n'est pas nous, ce sera personne, d'aller chercher les variétés encore existantes qui sont sur le point de disparaître. Okay. Et donc de là, on a commencé à avoir une collection, puis les journaux, tu commences à publier des appels et on t'envoie des graines. Hier, on a encore développé une enveloppe avec la cœur de bœuf du grand-père qui, sur le Mont Boron à Nice, multiplie ça. Et puis en permanence, des variétés, puis on te donne d'un coup un haricot en te disant tiens, c'est du pélandron. Et c'était une variété locale, et puis il y en a un autre qui vient qui dit tiens, c'est du pélandron, puis en fait c'est pas du tout les mêmes pélandrons, et puis après tu étudies, puis finalement il y en a un qui est grand, qui est petit, puis petit à petit ça crée comme ça toute une espèce de catalogue, une bibliothèque de toutes ces variétés locales qui viennent rarement avec juste tiens la graine, mais qui viennent avec un truc long comme le bras d'histoire, de façon de la cuisiner, de la cultiver, etc. Okay, et donc le but c'est de travailler à sauvegarder ce patrimoine, cette richesse, okay, pour pouvoir la faire vivre. Parce que notre objectif, et c'est là où ça peut différencier d'un mot qu'on utilise souvent, pour parler d'une maison de semences paysannes, on dit des conservatoires de semences anciennes. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton vocabulaire. Et avec Marie, la dernière fois, on voulait pousser un coup de gueule contre les gens qui nous appellent et qui disent « Bonjour, j'aimerais des vieilles graines. J'aimerais des semences anciennes. Okay » Et en fait, c'est de se dire que justement, ces graines-là, elles ne sont pas anciennes. Elles ne sont pas vieilles. Ce sont des semences qui sont multipliées maintenant par des gens qui sont vivants pour les manger maintenant. C'est des semences paysannes faites par des paysans, mais au présent. Okay, et donc, en ça, il existe des conservatoires qui vont chercher à récupérer ce qui existe, comme dans un musée, et le maintenir. C'est utile, c'est nécessaire, okay, mais c'est un travail qui n'a pas été la volonté de notre collectif de faire un conservatoire, mais de faire une maison de semences paysannes qui récupère ces semences vivantes et qui continue à les faire évoluer en les multipliant. Okay. C'est pour ça que dans notre champ lexical, on utilise très peu la terminologie semences anciennes, même si on pourrait préciser en disant des semences de sélection anciennes avant que la chimie et l'agro-industrie fassent de la merde avec la génétique. Mais c'est un peu plus long à dire. Tout à fait. Ensuite, on s'est dit, c'est bien de garder, d'avoir tout ce patrimoine, mais comment est-ce qu'on le valorise? Comment est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose
d'utile, comment est-ce qu'on n'est pas tout seul, parce que même s'il y avait 50 personnes qui étaient là, qui concrètement se concrétisent dans les faits avec une 20-25 personnes qui multiplient des semences, derrière, comment est-ce qu'on fait pour en parler à un maximum de gens? Et c'est là où de se dire, ben, on peut sensibiliser nos élus en allant parler avec le député qui est là dans notre région, avec le maire, en faisant des choses de communication, en étant présent avec un stand et un petit drapeau MSPM, comme le joli que tu as derrière toi, Valérie, pour parler de l'association, de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on valorise notre travail? Et donc ça a été aussi une volonté de mettre en avant la semence paysanne pour qu'on ne soit pas quelques huluberlus à savoir ce que ça veut dire, mais se retrouver de plus en plus à prendre conscience de l'importance de ce sujet-là. Pour ça, on s'est rendu compte qu'un des premiers freins là-dedans, c'était côté formation. Les gens disent, je veux bien faire des semences, mais comment on fait? Vu que ça fait 50 ans que tout le monde achète des plants et des semences. Le savoir-faire ont disparu en grande partie de comment est-ce qu'on fait ces graines. De se dire, ok, j'ai un oignon, il est super, mais elle est où la graine dans l'oignon là? Tu as beau le couper en deux, et tu peux poser la question à un paquet de gens, il n'y a pas grand monde qui arrive à trouver la graine dans l'oignon. La tomate, les gens, ils voient plus ou moins. Le poivron, on maîtrise. D'ailleurs, ça, c'est chiant. Mais l'oignon, il faut chercher, quoi. Et si jamais tu n'as jamais vu pousser un oignon, si tu n'en as pas fait un pousser toi-même, ou si tu n'as pas ta grand-mère qui t'a raconté comment on fait, tu ne sais pas que c'est une bisannuelle qu'il faut replanter et qui, l'année suivante seulement, va faire une hampe florale dans laquelle tu vas récupérer des graines. Okay? Et donc, ces savoirs-là, autant un citadin à Nice, bon, c'est sûr, il ne le sait pas, mais quand c'est même des paysans dont c'est le métier au quotidien de faire pousser des oignons et qui ne le savent pas, d'accord? C'est là où on s'est dit, il est nécessaire de se réapproprier ces savoir-faire. La graine en elle-même, vouloir faire de la graine, c'est beau comme intention, maintenant il faut savoir le maîtriser. On a commencé à mettre en place des formations, mais de plusieurs niveaux. Ça passe de la conférence pour juste dire salut les gars, c'est un sujet, ça existe, à des formations plus professionnelles où on dédie des journées où ce groupe de producteurs monte en compétences. On fait, l'année dernière, on a fait une formation, 8 heures dédiée à la culture des graines d'oignon, par exemple. On a fait sur les poivrons, sur les tomates. Et là, en septembre, on va faire sur les poivrons. On va faire sur des techniques de semencier un peu plus fines. Voilà, petit à petit, on continue à faire évoluer un groupe. Mais derrière ça, il y en a qui débarquent, et c'est cette année seulement qui rejoignent l'association et qui n'ont pas cette base-là non plus. Et donc là, par exemple, au mois de mars, l'association, on donne des formations en ligne, c'était fait en ligne cette année, de 12 heures, 4 fois les 4 dimanches de mars, où pendant 3 heures, c'est moi qui blablate avec Joël, et on raconte tout, de l'oignon, la tomate et le poivron, comment on fait les graines de A à Z et les enjeux qui sont autour. Pour qu'il y ait de plus en plus de jardiniers, de paysans qui se réapproprient l'importance des semences et comment les faire, ce savoir-faire-là. Okay, et donc ce travail-là, on continue à le mener petit à petit sous différentes formes, et notamment celle qui est le plus aboutie pour l'instant, c'est le lycée horticole d'Antibes, le CFPPA, le centre de formation pour adultes, dans lequel il y a un BPREA, encore un bel acronyme pour dire brevet professionnel du responsable d'exploitation agricole, même si ça fait mal à la bouche quand on le dit. En tout cas, c'était aussi des endroits où il n'y avait pas forcément ici, en tout cas à Antibes, là où on a dans le département un lycée de formation agricole. Si on parlait des semences, c'était principalement pour dire si vous en voulez, c'est un autre métier, allez les acheter. Et c'est là où on allait voir le directeur, et puis ils sont très ouverts à la question, et on a monté une spécialisation de 70 heures de formation sur comment produire des semences à la ferme. Okay, comment est-ce qu'être paysan et faire ses propres graines. Voilà, différentes échelles qui permettent d'essayer de comprendre que vouloir valoriser, développer les semences paysannes passe également par une phase de formation, de réappropriation des savoir-faire qui y sont liés. Okay, après, de la connaissance, il y en a dans tous les sens. Tu as des bouquins, des publications, de la thèse de 600 pages à la petite fiche technique de comment faire ces graines de tomates. Il y a plein de choses qui existent. Et c'est là aussi, petit à petit, on fait un travail de collecte de tous ces documents, mais également de façon numérique. Et tout à l'heure, je vais vous partager un petit lien qui est ouvert à tout le monde, que vous pourrez partager sur le Facebook, qui permet d'avoir accès à une base de données dans laquelle il y a des tonnes de documents qu'on collecte, qui permet de généraliser ce commun, que c'est ce savoir-faire autour des semences, pour dire, tiens, c'est là, si ça vous intéresse, comment on multiplie telle graine, ou c'est quoi un hybride F1, ou la législation, ça se passe comment, vous pouvez aller voir dans cette base de données-là. Ensuite, on s'est dit, comme on sentait que dans notre groupe, en tout cas, il n'y avait pas une vision très fixiste
de la semence paysanne. Donc le côté, c'est des semences anciennes, on doit les maintenir pareil, mais de se dire, ben moi j'aime bien les semences paysannes, je comprends l'importance de mon autonomie alimentaire, de ma souveraineté sur ma ferme, qu'en tant que territoire et que collectif, on puisse avoir des graines où on ne participe pas directement à Monsanto à chaque fois qu'on achète un produit. Toutes ces démarches-là, elle est bien, mais bon, je veux vivre de mon métier et c'est bien sympa, mais on m'a dit que les hybrides F1, bon, j'ai vu que ça pousse et j'arrive à vivre. Par contre, les semences paysannes, ça produit moins. Un des problèmes, mais bon, le principal de loin, ok, se dire ça produit moins, comment je fais pour continuer à vivre honnêtement, okay, sans que je dois vendre tout 2 fois plus cher à des restos de luxe et que je perds aussi le sens de mon métier qui était de nourrir du monde à la base. Okay. Comment on répond à ces enjeux-là? Et on s'est dit, il n'y a pas de fatalité dans le fait que dire que des semences paysannes sont moins productives que des hybrides F1, c'est juste qu'il n'y a personne qui fait le boulot de les sélectionner et de les améliorer pour qu'elles soient plus productives. La productivité, c'est qu'un des trucs, mais ça peut être sur du goût, ça peut être sur de la résistance au mildiou, de je ne sais quoi. Et donc, c'est là où on a commencé à développer des projets, de travailler avec d'autres personnes, des chercheurs, des chercheuses en l'occurrence, notamment du GRAB, du groupe de recherche en agriculture biologique, qui nous accompagne pour, et là c'est un petit groupe de 7 paysans dans la maison de semences sur quelques variétés qui vont travailler à de la sélection améliorative pour dire, eh ben, je plante mon oignon, il me plaît bien, mais j'aimerais qu'il soit plus comme ça. Et donc, je vais faire une sélection. Et donc, des protocoles assez techniques, plus engageants dans le métier, mais qui nous permettent de voir une évolution de la variété vers cet objectif de sélection, d'accord, pour faire évoluer nos variétés, continuer ce travail qu'ont fait les paysans pendant 10 000 ans, de, à partir des plantes sauvages, créer toute notre diversité cultivée. Okay, voilà un peu les étapes sur lesquelles on a travaillé. Notamment avec un ou deux chefs cuisiniers, on travaille aussi à la sélection gustative sur certains de ces légumes-là. Donc la base, c'était au niveau de la conservation des variétés qu'on avait, la multiplication qu'on appelle in situ, donc dans les champs, pas la conservation ex situ dans des congélateurs. Okay, c'était de se dire, bah, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche là, pour pas qu'on s'embrouille, parce que techniquement, il faut savoir faire déjà, et puis d'un coup, on a un risque que si tu veux commencer à gérer 10 courges de la même espèce dans ton champ, ce soit vite très complexe de faire de la semence de qualité. Parce que notre objectif, c'est de se dire, si on veut que des professionnels, des maraîchers cultivent les graines qui sont là-dedans, ils doivent avoir confiance dans le fait que la graine qu'ils vont récupérer, qu'ils vont planter, qu'elle germe bien, qu'elle pousse bien, qu'elle ne s'est pas hybridée dans tous les sens. Enfin, il y a un enjeu économique, quoi, d'accord? Et donc, c'est de faire de la semence de qualité professionnelle. Et pour ça, on a décidé de profiter des beaux, magnifiques avantages de la semence en général, c'est son abondance. Le fait qu'une petite graine donne un oignon et que cet oignon, en retour, te donne 2-3 000 graines. Et que le fait que cette multiplication excessive du végétal, on pouvait en profiter en répartissant nos forces, ou plutôt que chaque paysan essaye de faire toutes ses propres semences, chaque paysan fasse une ou 2 variétés qui multiplient, mais en quantité suffisante pour pouvoir chaque année les poser sur la table de cette maison et les partager avec les autres individus. Et là, on y travaille. Alors attention, on est naissant et on a encore des difficultés à avoir. On n'est pas du tout autonome en semences encore aujourd'hui. C'est un processus évolutif de transformation pour se réapproprier ses savoirs et arriver petit à petit à ce que ça ne soit plus anecdotique, mais que ça devienne une part conséquente chez les maraîchers du collectif de pouvoir bénéficier des semences produites par tes collègues dans ton territoire en échange des tiennes que tu produis toi-même. Voilà cette conservation, comment est-ce qu'on l'a envisagée, comment est-ce qu'on s'est un peu réparti les tâches, on va dire, pour mutualiser derrière de façon, pour l'instant, en tout cas entre nous, on a la volonté que ce soit non marchand, que cette semence, cette abondance, on puisse se la répartir de façon gratuite entre les producteurs de semences du collectif. Voilà un peu les grosses étapes les grosses tâches qu'on s'est données et qu'après, on y travaille à différentes façons pour réussir à les pousser une par une, tous les pions, pour développer ce collectif et les semences paysannes dans notre territoire. Je vais couper ça et surtout. Merci beaucoup.
Je me tourne vers toi, Valérie, simplement parce que je crois qu'il y a au moins une ou deux questions, si tu veux déjà en remonter. Oui, oui, oui. On a une question qui nous vient de Coquelicot de la presqu'île de Ruisse. J'en profite pour demander où se trouve la presqu'île de Ruisse. Échangez-vous vos graines, semences gratuitement ou pouvez-vous les vendre? Que dit la législation actuellement face au monopole Bayer-Monsanto? Grande question. Grande question. D'ailleurs, Monsanto, ils s'en foutent un peu de nous, hein, honnêtement. Mais on va dire que de façon générale, bon, la législation, c'est un vaste sujet. Hein, ok. Et je vais répondre aux questions, mais déjà, je vous montre juste un petit chemin qui peut permettre, quand vous posez des questions à la fin d'un petit entretien comme ça, hop, c'est qu'on a développé par exemple des outils pour répondre à cette question en détail. Là, je vais te répondre, t'inquiète, hein, mais c'est qu'avec l'association Sol, qui est partenaire de la maison de semences, on a développé une infographie longue comme le bras, dans lequel, que tu peux aller sur ce lien que je t'enverrai, dans lequel tu peux comprendre chaque chose de la législation, comment ça marche. Et puis, il y a ma tête qui te parle pendant 1 heure et demie pour te raconter tous les détails de comment fonctionne la législation et de ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. OK? Voilà un des outils dans ce que je vous ai montré qu'on développe pour permettre de faire prendre conscience au mieux du sujet. Okay. Pour te répondre très très brièvement, c'est que en gros, nous, comme je l'ai dit là, entre paysans, entre nous, on échange de façon gratuite, non monétaire, nos semences. Okay. Ça n'empêche pas que demain, le surplus de ces graines-là, on puisse les vendre, parce que c'est aussi un métier, si une fois que là, tu échanges des bons procédés entre paysans, mais si demain, on peut en vendre, c'est OK. Et bien, dans ce cas-là, on va le faire. Mais au niveau de la législation, si la question est relative au catalogue officiel des variétés, pour ceux qui ont entendu parler, qui diraient que des variétés devraient y être inscrites pour être commercialisées, et en l'occurrence, beaucoup de nos variétés, comme je sais pas, cet oignon doux rose de Menton, il n'est pas inscrit au catalogue officiel des variétés. Pourtant, on le fait vivre. Et pourtant, en connaissant ses droits et la loi, on peut quand même en vendre les graines. Surtout quand c'est vendre des graines à des amateurs. Ok. Ça, c'était flou la législation, mais tout le monde le faisait depuis des plombes. Hein. Okay. Maintenant, depuis juin dernier, la loi elle est passée, ça a mis les points sur les i, ça a bien précisé. Maintenant, on peut, c'est clair, c'est dit, pour un amateur, on peut vendre des semences paysannes de variétés non inscrites au catalogue, c'est autorisé. Okay. Donc déjà, ça au moins, ça clarifie. Un autre truc qu'on peut clarifier, c'est qu'il n'a jamais été interdit à un paysan de cultiver ses propres graines et d'en vendre les légumes. Jamais, avec ni Monsanto, l'a jamais interdit dans aucun pays. Okay. Ça reste complètement autorisé d'avoir ses propres graines. Le seul truc de la législation, pas des moindres, hein, parce que ça a des conséquences derrière, c'est la commercialisation de la graine, pas du légume. C'est au moment où je veux prendre cette graine, cet oignon, et que je veux le vendre à quelqu'un, que là, il y a une loi. Si en gros, je te le file à toi, Nathan, pour que tu le mettes sur ton balcon, il y a zéro souci. Par contre, si jamais je veux la vendre à Marie, qui, elle, derrière, a un objectif professionnel avec ses graines, ça se complique. Mais ça se complique, mais bon, en étudiant bien la loi, en réalité, on a un paquet de petites choses à l'intérieur qui nous permettent quand même de le faire légalement, attention, hein, dans le cadre de l'entraide agricole, de la recherche et du développement de variétés. Bref, si vous êtes intéressé par le sujet, dans la base de données et dans cette infographie, vous avez toutes les réponses. En gros, je casse le suspense. Si on connaît ses droits, on peut faire ce qu'on veut au niveau de la commercialisation des semences paysannes non inscrites au catalogue. OK. En gros, mais surtout que je dirais ce qu'on veut, c'est même pas que ça, c'est que quand bien même cela serait interdit par la loi, il serait de notre devoir de le faire quand même, parce qu'on a besoin de cette biodiversité pour continuer à se nourrir demain. D'accord. Donc là, si la légitimité de la loi peut poser des problèmes, alors c'est de notre devoir de paysans et de citoyens de désobéir à ces lois et de faire vivre ces semences, parce que c'est des lois qui ont 10 000 ans d'histoire, de civilisation, de coévoluer avec ces plantes. Très bien la réponse. Et
Alors Valérie, est-ce que tu avais d'autres questions éventuellement? Pas d'autres questions là pour l'instant. Je guette. Très bien. Moi, du coup, je me posais la question autant pour toi que pour Marie. Quelle est votre implication du coup personnelle pour la maison des semences paysannes? De quelle manière vous agissez dans votre ferme de quelle manière vous participez? Est-ce que du coup, vous produisez des semences? Toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple, Maxime? Quel est ton rôle en fait au sein de la maison? À quelle échelle tu agis? Et pareil pour Marie. Je te laisse commencer, Marie, vas-y, je vais poser. Du coup, alors, où est-ce que je suis acteur dans la maison de semences paysannes? Bon, déjà, je bosse tous les jours, hein, quand même. Hein. Les gens vendent de partout des graines. Dans tout le 06, même jusqu'à Grasse. Donc, Faut le dire, c'est voilà. important. Donc, ouais, ça fait déjà 10 ans que moi, les graines, en fait, par exemple, le poivron jaune d'Antibes, eh ben, je le diffuse dans plein de jardins par le biais de mon activité professionnelle économique. Mais c'est quand même voilà, je le diffuse quand même, quoi. Donc, je lui redonne une existence, quoi. Et après, dans des projets vraiment concrets, là, pour ma part, c'est ce qui disait un peu Max, là, on est quelques paysans là à faire ce travail de amélioration, multiplication de variétés. Donc moi, je travaille sur deux espèces où dedans, je m'occupe d'une variété. Donc c'est le haricot, le mascarade de Breil. Donc Breil, c'est un village qui est dans la Vallée de la Roya. Donc c'est un haricot de là. Et le poivron montagne qui a plusieurs noms, qui est d'origine peut-être Max, il c'est un peu plus doux et bien, mais moi c'est voilà, c'est vraiment de la graine de main en main, quoi. C'est Ruggieri qui me l'a donné, donc moi je l'ai appelé longtemps le poivron de Ruggieri. Ruggieri l'avait récupéré d'Edulis, un réseau qu'il avait récupéré dans le Piémont. Voilà, et on lui donne maintenant le nom, le poivron montagne. C'est hyper commercial. Vous pouvez pas savoir combien j'en vends cette année, quoi. Je crois que je vais renommer toutes mes graines pour arriver à les vendre trop bien. Voilà. Bien, ça fait résistant. Voilà. Le mot montagne, il adore. Il adore. Comme il est petit, il arrive à aller jusqu'à maturité, même là où il commence à faire froid au mois de septembre. Quoi. Voilà, il a une précocité et puis surtout il peut mûrir un peu tout d'un coup. Il est moins étalé, quoi. Donc moi, c'est vraiment ce poivron-là. Pour moi, c'est vraiment un travail à la différence du mascarade de Breil. C'est que ce poivron-là, on va dire, c'est quoi la réussite finale, vraiment le retour de ce travail-là, ce serait que les maraîchers, ils les mettent dans leur champ, quoi. Ça, ce serait vraiment le travail abouti, quoi. Donc c'est faire ce travail-là qui dure, ça va être un certain nombre d'années. Ça sera pas, je pense, d'ici 2 ans. Il faut un certain temps d'observation. Donc il y a une autre personne qui est aussi sur cette variété-là. Pour ça, c'est très bien. Donc on est 2 et on peut échanger un peu nos expériences. Et voilà, là, j'aimerais vraiment justement faire rentrer cette variété dans le domaine, entre parenthèses, professionnel, quoi. Parce que le jardinier amateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est convaincu. Hein. Lui, c'est bon, hein, on l'a eu, hein, il est converti. Hein. Ça, moi, je suis bien expérimentée pour ça, mais c'est pour ça tout le travail. Et moi, pourquoi tout ce chemin pour aussi se fédérer ensemble, là, plusieurs paysans, c'est faire le travail, la partie convaincre les professionnels, hein, pas convaincre le grand public. Hein. Le grand public, le jardinier amateur, le chemin, il a été fait, quoi. Et surtout, c'est l'objectif. On se rappelle de notre objectif de base, c'est pour l'alimentation. Et qu'en fait, si un jardinier amateur est poussé et arrive à être autonome en légumes dans son jardin, c'est déjà énorme. C'est très bien, d'accord. On ne dénigre pas ça du tout. Mais c'est de se dire que si tu convaincs un maraîcher de remplacer un hybride F1 qui est un OGM caché par une semence paysanne, derrière, c'est des centaines de familles qui, tous les jours, bénéficient de cette conséquence et de ce changement. Donc c'est cette échelle-là qui propose un projet d'alimentation territoriale. D'accord. C'est pour ça qu'on a à cœur de donner cette dimension professionnelle au projet de la maison des semences. Et petite question.
Ah, vas-y, Marie. Juste pour le chemin d'une variété comme ça, moi, il y a ces réflexions aussi de pourquoi bon, l'intérêt de la semence paysanne, quoi, partir un peu sur ce sujet-là. Moi, j'ai fait quand même pas mal d'événements, de foires bio et avec des maraîchers, et toujours j'étais vraiment tout le temps curieuse, quoi. Donc, je suis allée beaucoup sur les étals, j'ai beaucoup observé, et toujours ce qui me revenait, c'était dire mais la pauvreté de nos stands, quoi. Il n'y a pas de diversité. Tous les maraîchers, que ça soit bio, non bio, en fait, c'est la même chose. Tout est une courgette, elle est droite, bien rangée dans sa cagette. Son poivron, il est toujours ou jaune bien carré, ou rouge bien carré, bien calibré, qui rentre bien, qu'on peut bien ranger dans sa cagette, qui rentre bien dans les angles, qu'on optimise à fond. Et ça a été ça, et ça a été une observation vraiment au point où je me suis dit, mais il n'y a pas un maraîcher là dans le 06 qui s'amuse un peu. Ça veut dire que même sur le stand, il n'y a pas une variété sur les, on va dire, 25 ou 36 espèces confondues qui sort un peu du lot, quoi. C'est vraiment, on prend tous le même chemin, quoi. Donc ça veut dire qu'ils prennent tous, j'en sais rien, je vais dire pour une aubergine, ça va être la Black Pearl, c'est un hybride. Tout le monde fait la Black Pearl. Tout le monde fait ça. C'est la même aubergine que tu as n'importe où en France. Et après, j'ai voyagé et le spectacle, c'était le même. On va sur des étals et tu vas dans plein de pays et tu retrouves exactement la même variété. Ah, mince, on a perdu Marie. Je crois que c'est Zoom qui est détenu par Bill Gates, ils l'ont coupé pour ses propos. Alors, il faudrait peut-être lui faire un petit message. On est sur des milliers de variétés, quoi. Elle est passée où, la diversité? Vous m'entendez là? Oui, ça y est. C'est revenu, on a perdu la fin, mais... On a compris le propos de cette monoculture. Du coup, j'ai une question à vous poser. Donc voilà, pour revenir. Oui, du coup, entre un agriculteur, un maraîcher bio et quelqu'un qui prend des F1, des graines des F1, il y a une différence. Elles viennent d'où les graines bio? Enfin, pour produire des légumes bio. C'est peut-être très bête ma question, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, les maraîchers bio, en fait, c'est la terminologie du bio là, c'est dedans. En fait, les hybrides sont aussi en bio. C'est pas du pas bio les hybrides. Donc le bio, c'est la façon de cultiver, mais oui. c'est pas forcément la graine. Alors, non. Attention, il y a une petite précision, mais qui est un peu pauvre, hein, de dire que pour être labellisé bio, tu dois utiliser des semences qui sont elles-mêmes labellisées bio. Ok. Mais comment est-ce qu'on fait pour labelliser une semence bio? Il suffit qu'elle ait fait une année, un cycle de multiplication dans un terrain qui était bio. Mais donc, ça peut être un hybride F1 que tu as multiplié dans un terrain que tu as traité avec des produits bio, et alors ta semence est bio. Okay. La définition étant très pauvre et ne filtrant pas beaucoup et n'étant surtout pas adaptée, parce que beaucoup de ces hybrides F1-là sont développés pour l'agro-industrie, et quand tu les cultives en bio, elles ne sont pas dans leur plein potentiel, parce qu'elles n'ont pas été développées pour. Okay, c'est pour ça que le règlement bio est en pleine évolution, et dès janvier de l'année prochaine, il y a le nouveau règlement bio qui rentre en vigueur, dans lequel on introduit une nouvelle notion de variété biologique développée pour l'agriculture biologique. Okay. Et donc, c'est en train d'évoluer. Bon, ça a pris 25 ans, mais ça vient, quoi. Mais en effet, on ne dénigre pas le bio en tant que tel. Hein. On est tous bio et on porte les valeurs du bio, d'accord? Sur la question des pesticides, essentiels. Hein. Sur la question du glyphosate, sur la question... Il n'y a aucun problème. Sur la partie semences, la réglementation européenne bio est très permissive, d'accord? Et même si elle porte, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, voire internationale, porte des valeurs en disant en bio, on ne veut pas d'OGM. Okay, ça, c'est la base.
Mais les hybrides F1, en effet, si on les enlevait, le problème, c'est qu'ils utiliseraient quelles graines, les paysans? D'accord. Donc, en fait, face aux enjeux techniques des deux fournisseurs, c'est autorisé. Okay. Donc, c'est un peu ces enjeux-là où il faut bien comprendre que même en mangeant en bio, on mange des hybrides F1. Ça pose un problème, on est d'accord. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à cet enjeu en développant des semences paysannes adaptées à l'agriculture biologique. Il faut qu'on sorte de l'ombre on a quelques graines à proposer à quelques amateurs. Il faut faire des quantités de semences de qualité parce que le professionnel a besoin aussi de qualité. Au-delà du fait que sa courgette soit bien droite et rentrée dans la cagette, il faut quand même qu'il soit sûr que quand il plante une courgette, ce soit une courgette, quoi. Okay, que ça n'a pas été croisé avec une courge l'année d'avant. C'est ces enjeux-là auxquels il faut qu'on arrive à répondre quand même. Et ça reste un métier, des savoir-faire. Je ne dis pas que ça peut être intégré au métier de paysan de faire ces semences. Il y en a qui peuvent se spécialiser dans la semence paysanne, très bien, ça va dépendre des choix. Mais en tout cas, ça demande à se réapproprier des savoir-faire pour faire de la semence qui est vraiment sérieuse et qui peut vraiment rentrer dans un cycle professionnel de gens qui déjà se galèrent à sortir un salaire correct avec des trucs qui produisent à fond. Alors, il faut trouver comment travailler avec des semences paysannes qui permettent de vivre quand même décemment. C'est ces enjeux-là auxquels il faut répondre pour arriver à cet objectif. Okay. Marie, est-ce que tu avais peut-être pas fini ton propos? Enfin, si tu voulais… Ouais, j'ai un peu perdu du coup, mais c'est juste pour remettre donc cette histoire d'approfondissement là, de la diversité sur les stands. Donc l'idée de l'aventure du poivron montagne, là, le poivron Ruggieri et d'Ulysse, toute la petite histoire là, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à partir du moment où en fait un maraîcher va valider une variété, qui la remet sur les étals, qui va aussi la mettre dans les magasins type Biocoop, Satoris et j'en passe. Et donc c'est aussi, les gens vont reprendre l'habitude de le consommer, de l'utiliser. Le truc, c'est aussi que les gens sont hyper formatés. Hein. Moi, je vends de la diversité. J'ai quand même fait la vente de légumes. Je vends pas que des plants. Pendant des années, j'ai vendu des légumes. Pour beaucoup, c'est compliqué de s'autoriser, d'acheter. Celui qui est la tomate, c'est la grande classique. Hein. Bon, maintenant, c'est pareil. Ça c'est les gens ont pris l'habitude de trouver des tomates noires, jaunes, mais pour longtemps, ça a mis des années, les gens ne veulent que des tomates rouges. C'est pas normal une tomate verte, quoi. Ça. Donc il y a aussi toute une éducation derrière d'habitude, quoi. Et donc voilà. Et plus on est en ville, là pour le coup, plus les gens sont ouverts et sont prêts à découvrir. Dans certains milieux, évidemment, un peu plus toujours. Et plus les milieux sont aisés, plus ils ont aussi les moyens d'accéder à ça. Mais plus on va dans des quartiers pauvres et plus on va dans des arrière-pays, et là, ça commence à être vraiment très compliqué de faire valider des variétés qui sont pas… Une histoire, des choses qui, quand tu les proposes et que tu sais pas ce que c'est, tu dis mais qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? On a reperdu Marie. Donc, voilà. Vous me réentendez? Ouais. Oui, ça y est. Du coup, j'avais juste une petite question avant de te repasser la parole, Maxime, pour que tu témoigner à ton tour. J'ai recoupé une fois. Mais quoi que je vais peut-être le réactiver juste après. Par rapport en fait à ce tabou dont tu as parlé, Marie, pourquoi en fait il y a un tabou, et tu as redit le plus important, c'est de convaincre les professionnels et pas les consommateurs. Pourquoi il y a un tel tabou et pourquoi il faut réussir à convaincre à ce point-là les professionnels d'utiliser des semences en fait? Ça marche là? Oui. Alors pourquoi il faut c'est un… Alors, évidemment, Max, il répondra mieux ce genre de questions. Moi, je vais un peu répondre à ma façon. Ouais, c'est très bien aussi. C'est
En fait, dans la partie professionnelle, il a déjà exprimé ça tout à l'heure, Max. C'est vraiment le maraîcher, il nourrit le peuple, il nourrit la population, quoi. Il est vraiment là. C'est vraiment ce qui va remplir nos paniers de légumes et nos assiettes, quoi. Donc c'est vraiment, je pense que il est là l'essentiel, parce que le jardinier amateur, je pense que sur la masse de jardiniers, les jardins partagés, les jardins ouvriers, particulièrement en France en plus, je pense on est vraiment sorti dans le jardin vivrier. C'est devenu vraiment quelque chose secondaire, quoi. C'est un endroit où on se fait du bien, c'est un endroit plaisir, c'est un endroit où on vient s'éclater, où on vient se détendre, où on vient se vider la tête et voilà, faire sa petite aventure, ses petites expériences, mais derrière il y a très peu de gens que vraiment ils vont se nourrir à l'année avec une famille ou à plusieurs sur le potager, quoi. Donc l'enjeu du jardinier amateur, il est juste pour le plaisir, quoi. Donc si fait pas ça bien, bah c'est sûr que son plaisir est déçu. Et c'est ce que moi, mon travail de vendeuse de plants, je suis éternellement en train de dire aux gens, n'achetez pas trop, vous allez être déçus, parce que voilà, c'est aussi, vous avez quelque chose de vivant dans les mains, et si vous en faites trop d'un coup, eh ben, ça va pas marcher, quoi, parce que derrière, c'est un savoir-faire. Et donc voilà, l'histoire du maraîcher, c'est vraiment, voilà, c'est parce que le maraîcher, lui, il nourrit vraiment la population, quoi. Donc, Et pourquoi tu trouves que c'est un tabou chez les maraîchers, l'utilisation des semences paysannes? Ceux de ton coin, c'était par rapport à quoi qui trouve c'était un sujet tabou? je pense que on est alors dans l'environnement là, l'entourage, hein, parce que je peux que parler de ce que je vis autour de moi. Hein, ça a été pendant longtemps un tabou. Mais Max, t'as œuvré, t'as beaucoup travaillé. Il y en a plein qui vont basculer. Mais entre un discours, moi, ce que j'ai pu défendre et comment Max y présente les choses, avec derrière, t'arrive à raconter toute l'histoire de qu'est-ce que c'est un hybride et c'est quoi les conséquences d'un hybride. Bon, là, au bout d'un moment, quand même, le copain qui est quand même militant, qui est à la Confédération paysanne et qui lutte quand même pour la petite ferme, il commence à se poser un peu des questions. Il dit, ah oui, là, c'est un peu un problème quand même. J'utilise 75% de mes variétés sont des hybrides. Ouais, c'est peut-être une question importante. À un moment donné, je vais me mettre devant. Mais avant, c'est un sujet toujours à éviter, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème à se poser. Je pense que, en plus, il y a deux générations dans l'histoire, je pense, avec l'arrivée du bio, qui est dans les années, c'est quoi, ces années 70, là, le bio, là. Enfin, moi, on va dire, c'est la génération de mes parents. Ils ont amené le bio et ils ont défendu l'agriculture sans pesticides mais ils se sont quand même fait attraper derrière le tout hybride, quoi. C'est sans qu'ils s'en aperçoivent, quoi. Et on les a amenés petit à petit à ce truc de il faut être productif pour pouvoir vivre décemment, et donc on va chercher des variétés qui ont du rendement, qui tombent moins malades, voilà, qui vont bien pour des grossistes. Donc on va envoyer du chou-fleur, on va faire 4 hectares de chou-fleur, bling, pour le Carrefour. Il y a aussi toute l'époque supermarché, hein, qui est arrivé à ce moment-là, hein. Le supermarché a fait ça aussi, a uniformisé énormément notre modèle de consommation, donc notre modèle aussi de se nourrir. Donc, Tout à fait. Moi, ça vient de ce paradoxe-là, c'est que tu es un maraîcher, mais qui en fait est consommateur lui-même au quotidien, et il y a cette espèce de paradoxe de base, tu vois. J'utilise cette image-là, mais tu te retrouves, toi, d'un coup faire tes courses, puis quand tu es maraîcher, tu peux quand même faire tes courses, bon, tu achètes moins de légumes, mais tu te retrouves devant un produit, tu es là, tu regardes le truc et tu dis,
tu as l'empaquetage, tu te dis, ah oui, non, je suis conscient quand même, le plastique, ça craint, attends, je vais prendre celui-là qui est zéro déchet, mais tu prends celui-ci, tu te dis, putain, il est cher au kilo, il y a marqué petit producteur, Déméter, mais attends, il n'y a pas le logo AB, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es là, tu as tous ces trucs de la réflexion de comment ça a été produit, est-ce que tu crois qu'ils ont mis des pesticides, est-ce que ça vient, il y a combien de kilomètres entre l'endroit où ils l'ont produit, tu vois, le coût carbone de mon produit, tu réfléchis à tout un tas de bazar avant même de commencer à te poser la question si c'est un hybride F1 ou une semence paysanne, le truc qui a produit ce légume à la base, tu vois. Paradoxalement, alors que c'est là où tout commence avec la graine et qui va définir beaucoup du modèle agricole et de distribution, mais finalement, quand tu es devant le produit, c'est le truc qui est le plus loin comme sujet sur lequel développer un sens critique, une éthique et une action concrète dans ton modèle de production. Et ce paradoxe-là, il nous touche tous et fait que c'est un des sujets les plus complexes, les plus mystérieux, d'accord, pour beaucoup qui disent, ouais, j'ai entendu dire que les semences paysannes, c'était bien, mais c'est quoi, c'est la loi, tu vois, ça reste toujours un truc hyper flou. Alors que d'un coup, le glyphosate, les désherbants chimiques et tout, là, la société civile est montée beaucoup plus vite en connaissance. C'est déjà plus proche du produit que tu vas consommer au moment où tu es devant ton produit. Tu vois, c'est ça que ce paradoxe-là qui, à mon avis, entraîne un espèce de tabou de dire non, mais attends, déjà, je suis en bio, ok. Déjà, je vends sur un petit marché local, ok. Je suis un petit paysan sur 8000 mètres carrés ou sur 1 hectare, parce que bon, le foncier, machin, les Alpes-Maritimes, tu as déjà l'impression que tu es arrivé loin dans ta démarche. Maintenant, on vient te chatouiller en disant oui, mais au fait, qu'est-ce qui se passe là avec la semence qui est derrière tout ce qu'on mange? Okay, donc je pense que ça entraîne cet effet de fait, hein, que c'est pas le premier point, alors que tu commences un jardin, tu commences à être maraîcher, la première action que tu fais, c'est planter une graine. C'est le début. Ok. Justement, j'ai une question. Donc, quelle serait la définition d'une semence paysanne? Est-ce que c'est par opposition simplement aux graines hybrides ou pas? Quelle serait votre définition? Ben, c'est une très bonne question parce qu'on y a beaucoup travaillé. Tant nous, mais nous, on fait partie d'un réseau national qui s'appelle le réseau semences paysannes, okay, et donc qui travaille à la définition, il y a la redéfinition avec dans les 20 dernières années l'évolution de cette terminologie pour pouvoir bien la définir. Et en effet, à l'origine, tu parles à des grands-parents, personne ne disait semences paysannes. Hein. Il y a 100 ans, le concept n'existait pas, d'accord? Parce que toutes les semences étaient paysannes, c'est pas la peine de mettre un qualificatif devant. C'est juste un moment où, face aux semences industrielles, pour te démarquer de ce modèle-là, tu viens utiliser ce terme en les qualifiant de semences paysannes. Okay, donc déjà, ça répond en partie à la question. Juste, le parallèle, il est le même pour le bio. Avant, le bio, ça n'existait pas. Maintenant, on met la terminologie bio pour justement savoir où on est, quoi. Voilà, juste ça. C'est en mode d'opposition. Par contre, la définition de la semence paysanne en tant que telle, c'est une définition qui est fichtrement complexe dans comment on la définit, parce qu'on est très regardant sur qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que parler de la graine, comme je disais tout à l'heure, ça va parler de tout ce qui est derrière, de comment elle va être cultivée, comment est-ce qu'elle va être multipliée la génération suivante. Mais en gros, les grosses bases, c'est déjà la considération de la graine, semence paysanne, comme un commun. Ça, c'est encore un autre concept qu'il faudrait redéfinir avec d'autres mots. D'accord? On a perdu un peu ce sens-là de ce que sont les communs. Je ne dis pas le bien commun, ce n'est pas un bien comme une marchandise, c'est ce commun qui nous appartient à tous pour pouvoir manger, mais dont personne ne peut s'approprier l'exclusivité dessus. Donc déjà, c'est de la considérer comme ce commun-là, cette semence paysanne-là, mais dont on est tous responsables de la maintenir vivante, mais qui ne veut pas dire qu'elle est libre pour que n'importe qui peut en abuser et se l'approprier, mais on doit en définir des règles d'usage sur la façon dont on se la répartit équitablement et on assure sa pérennité dans le temps. Cette considération de la semence paysanne comme un commun, c'est un premier terme. La deuxième, qui est plus agronomique, c'est que parfois on entend les mots population, variété population, semence population. Ça définit les semences paysannes par sa structure biologique, d'être des graines qui ne sont pas toutes des clones les unes des autres, comme avec les hybrides F1, mais avec des diversités génétiques entre les individus. Variété pélandron, haricot local des Alpes-Maritimes. Toutes ces graines, on peut considérer qu'elles sont de la même variété,
C'est qu'un haricot qui est nain, sans fil, qui pousse à telle saison. Toutes les graines se ressemblent plus ou moins, mais en réalité, leur patrimoine génétique à l'intérieur est différent entre tous les individus. Cette variabilité génétique interne, qui est notre source de garantie qu'il y ait les capacités d'adaptation aux changements climatiques, aux façons de les cultiver, la évolution qu'on veut leur donner. On a besoin de cette diversité interne à la variété. C'est ce qu'on appelle des semences population. Ça définit aussi des semences paysannes. Okay, et surtout, ce qui va le définir, c'est le fait que ce soit des semences qui soient multipliées par des paysans. Okay, parce que c'est quand elles sont multipliées par et pour des paysans qu'on va avoir une variété qui continue à évoluer avec son terroir et avec les personnes qui les font vivre. Tu peux très bien acheter chez un semencier des semences population ou des semences hybrides F1. Mais chez un semencier qui le produit uniquement dans l'objectif de la commercialisation, c'est au sens strict de la définition, ce n'est pas des semences paysannes, même si dans le quotidien, on va mélanger tous ces termes-là. Hein. Et là, j'essaie d'être précis parce que c'est la question. C'est que la semence paysanne, c'est la semence qui est multipliée par des paysans. Ça n'empêche pas que ces paysans-là derrière vendent la graine à d'autres. Okay, ça n'empêche pas que pour le travail qui est fourni pour produire cette graine, on puisse la commercialiser. Mais c'est avant tout dans un objectif d'autonomie de la ferme et de la communauté rurale qui gère ce commun que sont les semences paysannes. Est-ce que Valérie, tu avais quelques autres questions? Écoute, juste quelques témoignages de bons souvenirs, voilà, du potager du grand-père, des graines, des tomates qu'on gardait à sécher. Donc, ça réveille de bons souvenirs chez beaucoup. Ça vient toucher un truc très, très intrinsèque. Hein. Quand on parle de semences, on va toucher quelque chose de très intime chez l'humain. C'est pas pour rien qu'on a 10 000 ans d'histoire de coévolution. On est parti des plantes complètement sauvages, on les a domestiquées pour créer toute cette palette de goûts, de saveurs, où on s'attache à le patrimoine, la recette, le goût de son enfance. Il y a toute cette richesse qui va avec la semence paysanne qui est portée. De la graine, semence paysanne, ce n'est pas que du matériel génétique, comme on voudrait le définir au niveau de l'Europe, comme du matériel hétérogène biologique, mais c'est également tout ce patrimoine, cette force qui porte et qui vient toucher directement à l'âme de tous ceux qui aiment manger, avant tout, parce qu'on fait ça des semences paysannes pour bien manger au quotidien. J'ai deux grandes questions qui vont nous amener petit à petit vers la fin du webinaire. La première, c'est quels sont les projets de la Maison des semences paysannes en 2021 ? Voilà, est-ce qu'il y a des grandes étapes qui arrivent et qu'on devrait connaître? Est-ce qu'il y a des formations qui arrivent prochainement peut-être? Et la deuxième grande question, c'est qu'est-ce que les gens qui nous regardent pourraient faire pour vous soutenir, pour soutenir les semences paysannes? Est-ce qu'il y a une manière de participer aussi à cette sauvegarde des semences? Parce qu'il y a des gens de toute la France qui peuvent nous regarder. Il y a des gens des Alpes-Maritimes, évidemment, mais il y a des gens qui sont aussi de loin. Comme tout à l'heure, on a eu un commentaire de Bretagne. Voilà. Donc, tous les deux, voilà. Je vois comment est-ce que les gens peuvent s'investir. Mais voilà, peut-être d'abord les projets de la maison de semences. Si toi, tu veux y répondre. Je peux peut-être plus y répondre que Marie, dans le sens où tout à l'heure, par rapport à ta question que je n'ai pas répondu, mon rôle, moi, je suis coordinateur de ce réseau-là. Donc, moi, je suis salarié de l'association 2 jours par semaine, en plus de mon activité d'oléiculteur, pour justement dynamiser tout ça, organiser les réunions, les rencontres, faire les programmes, financer tous les beaux projets qu'on veut faire. Donc, dans ce cadre-là, les prochains projets, il y a ceux du fonctionnement normal, on va dire, qui est de continuer à multiplier les semences, à s'assurer qu'elles sont bien multipliées, passer les coups de fil, visiter dans les champs, faire les recherches participatives, aller compter le nombre de haricots qu'il y a par pied pour savoir lequel est le plus intéressant, sur lequel on va garder la semence. Bon, tout ce travail de fond qu'on mène. Sinon, sur des invitations plus grand public, il y en a déjà
faut nous suivre un petit peu là sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux parce que en octobre, chez Marine, on va faire une belle fête des semences paysannes. Donc, si tout le contexte sanitaire nous le permet, il y aura de la bonne bouffe, ça c'est sûr. Il y aura de l'art pour dire qu'aussi on mange, mais on aime aussi se cultiver d'autres façons. Okay, on veut faire vivre à travers des formes artistiques tout ce qui peut toucher à la diversité alimentaire. Okay, et de la musique et des semences et des tris de graines et plein de choses joyeuses et festives pour fêter ces semences paysannes, se rappeler pour partager la joie de la rencontre physique autour des graines. Donc ça déjà c'est un rendez-vous ouvert vraiment à tout le monde. Sur des gens qui veulent vraiment, qui sont très concernés par le sujet de la multiplication, ce sera plutôt là, début septembre, on fera une formation sur la multiplication des poivrons. Okay. Début octobre, on fera sur des techniques de semencier, mais là, il faut pouvoir, c'est des formations qui sont engageantes d'un point de vue de venir pour ceux des membres du collectif, voilà, qui peuvent nous rejoindre. Et avant tout, pour tous ceux qui ont envie de multiplier des semences, on va envoyer les invitations bientôt, le 23 et 24 mai. Nous allons, sur une de ces 2 journées-là, organiser, pour la Pentecôte, là, un rendez-vous des jardiniers amateurs et à côté des professionnels pour faire un échange de graines et de rentrée en production pour les variétés les plus tardives. Hein. Déjà, tous ceux qui voulaient semer des poivrons, des aubergines, c'était un peu en retard. Par contre, pour d'autres choses, il est encore temps de rejoindre la production de graines cette année pour pouvoir, à la fête des semences en septembre ou en octobre, avoir à mettre sur la table des graines à échanger avec les autres et participer à ce commun. Bien. Et enfin, on peut adhérer à l'association, n'importe qui peut adhérer à l'association de la Bien maison sûr, donc je vais transférer également les liens dans la suite de l'événement Facebook après, dans lequel, si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez adhérer à l'association, ce qui vous donne, pour lesquels après vous êtes dans notre newsletter, pour pouvoir venir aux différentes rencontres, aux assemblées générales, aux événements, et à laquelle on vous donne des graines quand vous venez, sur des variétés que vous avez envie de multiplier, avec évidemment le temps de vous expliquer comment est-ce qu'on les multiplie pour qu'elles soient de qualité et que vous puissiez prendre la responsabilité sous votre aile une variété à multiplier pour participer à la sauvegarde de notre diversité des Alpes-Maritimes. Très bien. Marie, est-ce que tu voulais dire un mot à ce propos de la manière dont les gens... on a une formation très importante. On a Atelier Paysan qui va venir. Il n'a pas dit celle-là. Très bien. Donc Atelier Paysan, c'est une association qui nous aide à savoir entretenir, maintenir, fabriquer, construire des outils pour les agriculteurs. Donc là, particulièrement, on est sur le projet plutôt d'outils spécifiques pour le tri des semences. Donc voilà, on a ce projet qui va se faire, c'est quoi, c'est novembre, on a dit, Max? Première semaine de novembre, on va construire nos machines professionnelles de tri de semences. Donc, on appelle ça une colonnaire à tri densimétrique. C'est la classe. On parlait d'une machine qui va te séparer exactement les déchets des graines pour réussir à avoir des outils qui nous permettent de produire de la graine de qualité professionnelle et surtout d'être autonome dans la construction de la machine, mais également dans son entretien, sa maintenance pour garder en tant que paysan notre autonomie également dans le fonctionnement de cette machine sur le long terme. Voilà. Très bien. Voilà. Merci. Je regarde juste Valérie, savoir s'il y a peut-être une ou deux dernières questions. Tu as coupé ton micro, Valérie. Plus d'autres questions, mais je voulais vous remercier pour votre partage et puis aussi votre engagement. On peut réaliser que vous faites là un sacré boulot, je veux dire en temps, en énergie, c'est pas rien. Et merci, vraiment merci. Et comme tu disais tout à l'heure, Max,
pour certains d'entre nous, tu as ouvert je sais pas, un livre, enfin quelque chose de plus dans tout ce qu'on veut faire pour agir, pour notre alimentation. Et c'est vrai que les graines, on n'y connaît pas grand-chose et on s'y intéresse peu, c'est vrai. C'est vrai. Donc, merci vraiment pour votre partage là, de ce soir. Merci. Si vous avez également, là, dans la saison, oublié de semer certaines variétés et que c'est un petit peu tard, et qu'il faut déjà que ce soit des plants qui fassent de 15 à 100 cm de haut, Marie produit dans la Roya des super plants biologiques à base de semences paysannes, livre sur Mouansartou, Grasse et tout ce coin-là également. Et c'est à commander sur le site Cagette. Dans la suite, on va vous envoyer faire notre petite publicité également avec des plants à commander. La serre déborde de magnifiques plantes qui n'ont qu'à pousser chez vous. La petite gratuite. Non. Donc, je J'avoue, rappelle. ça fait du bien de pouvoir en parler à Montsartou parce que je vais à Montsartou et il y a vraiment beaucoup de jardins, beaucoup de maisons. Et je suis là, je dis, mais comment on fait pour attraper les gens de Montsartou pour qu'ils mettent nos plants et nos graines dans leur terre? Donc voilà, c'est un peu la question. En étant loin de tout, à la brigue, dans notre vallée toute cassée. Juste un petit mot, il y a un projet là, qui est en train de se mettre en place sur Montsartou qui s'appelle Le citoyen nourrit la ville. Ouais. L'idée, c'est d'utiliser des espaces municipaux, des jardins non cultivés, de mettre en lien des personnes qui veulent cultiver, qui n'ont pas de terrain, avec d'autres qui ont du terrain. Et ben, écoute, Marie, je suis ravie qu'on t'ait rencontrée et voilà, on va pouvoir peut-être parler de toi à tout ce monde-là, quoi. Mais ils le connaissent déjà parce que Marie était avec moi à la réunion de lancement du projet d'alimentation territoriale pour défendre devant Carasso, dans lequel nous sommes, la Maison des Semences Paysannes, partenaire de Mouansartou dans ce projet-là, pour instruire les gens sur comment faire ses propres semences paysannes et faire tous ces jardins à Mouansartou à base de semences paysannes. Yeah. La boucle est bouclée. C'est incroyable. Parfait. Alors, donc, je reviens sur le... Oui, alors on renverra tous les liens de toute façon voilà, sur le Facebook des Coquelicots. Je rappelle simplement, donc, pour suivre le travail de Marie et commander éventuellement, c'est le Jardin Rocambole, il me semble. Ouais. Donc vous pouvez voir le site internet. Alors, juste un gros détail qu'il faut dire, parce que Jardin Rocambole, il en existe un autre qui a sur internet là, qui a beaucoup de place. Il faut bien mettre Roya, Jardin Rocambole Roya. Donc ça, le site, on le retrouve comme ça parce que sinon, vous partez en Bretagne et le projet, il se ressemble un peu. Ils font des plans, ils font des projets artistiques et c'est en Bretagne. Incroyable. Et ben on fera attention. Donc voilà, c'est très bien. Et puis pour la Maison des Semences, donc il y a une page Facebook et un site internet, mspm.fr, il me semble. Voilà, où vous pouvez avoir toutes les infos, adhérer si vous le souhaitez. Voilà. Bah, si vous avez un mot de la fin éventuellement à nous partager, c'est avec plaisir. Maxime, si tu veux conclure. Ouais, carrément. Allez voir autour de chez vous, là où vous êtes, parce que vous serez le seul sûrement chez vous à le faire, ceux qui encore font des semences pour récupérer de ces graines-là et partager avec eux leur savoir-faire sur comment les multiplier, comment les cuisiner. Parce que ça, c'est sur le point de disparaître pour que vous puissiez vous y mettre et planter vos petites graines et avoir la joie de voir le cycle du végétal, de la graine à la graine. Ça rappelle des souvenirs qui touchent aux profondeurs des Homo sapiens cultivatus que nous sommes. Voilà. Merci. Marie, un mot de la fin? Bah, il faut semer. Hein. Il faut s'aimer. Très bien. Il faut s'aimer. Voilà. On note. Bah, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Il faut s'aimer du coquelicot. Voilà, aussi, complètement. C'est la saison. C'est la saison, là. Moi, je les ziote partout, là, quand je roule. Parce que je ramasse les graines après. Et il y en a, donc c'est bien. Dans mon jardin. Moi, je les ramasse partout. Faut pas le dire à la contrôleuse bio, hein, que je ramasse pas dans mon jardin, sinon je suis plus bien. Aïe, aïe, aïe. Vous le dites pas. Hein.
On se taira. Et je vous remercie en tout cas à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 juin, le vendredi 4 juin, à la même heure. Voilà. Merci beaucoup, Maxime et Marie, d'avoir été avec nous. Merci Valérie. Et à très bientôt. Au revoir.